Chapitre 7. Luke. Après avoir expliqué à mon oncle ce qui s'est passé avec Kenneth, j'ai réussi à le convaincre de me laisser sortir à condition de rentrer avant 23 heures. Le cousin de Kenneth travaille au bureau du shérif et, après la réflexion de Kenneth, il va devoir répondre à quelques questions. Il n'est pas assigné à l'affaire. S'il sait quoi que ce soit, c'est qu'il est allé fouiner. Je n'arrête pas de penser au rictus de Kenneth quand il a évoqué Lacey. Impossible de me le sortir de la tête. Il est encore tôt, mais la fête bat son plein. Cora a déjà bu 5 ou 6 bières, plus quelques shots. Elle danse, ou plutôt sautille sur place, et ses longs cheveux blonds lui tombent sur le visage. « Luke !» appelle-t-elle. « Luke, viens danser avec moi !» Je croise les bras sur la poitrine, le dos appuyé au mur. J'essaie de me donner un air de mec au sommet du cool, mais je dois surtout avoir l'air d'en faire trop. Tant pis. Je danse jamais. Elle s'élance vers moi et jette ses bras en avant. Ses lèvres touchent les miennes, puis elle recule, son visage en murmurant « Carlos !» le prénom de son ex. « Tu me manques !» bafouille-t-elle. J'enroule un bras autour de sa taille. « Il est temps que tu rentres, je crois. » Elle fait courir ses doigts le long de mon bras. « Mais je suis pas fatiguée. Et t'es tellement sexy. » Elle m'embrasse encore et ses mains descendent lentement sur mon dos jusqu'à mes fesses. Son baiser ne me fait aucun effet. Elle a beaucoup trop bu et clairement, elle n'est pas en état de savoir ce qu'elle veut. Malgré ce que s'imaginent les gens, j'ai quand même quelques principes. Je ne séduis pas autant de filles qu'on le dit et quand je le fais, j'obéis à plusieurs règles. Règle numéro 1, être honnête. Numéro 2, ne pas faire de fausses promesses. Et numéro 3, ne pas jouer un jeu dont la fille ne connaît pas les règles. Si elle est trop ivre pour marcher, alors elle est trop ivre pour comprendre les règles. Si elle est trop ivre pour marcher, alors elle ne peut pas vraiment accepter. Or, j'ai besoin de savoir qu'elle en a vraiment envie, pour qu'on prenne du plaisir tous les deux. Si on couchait ensemble ce soir, elle le regretterait, puis me regarderait avec des yeux pleins de culpabilité ou de remords. J'ai assez de culpabilité et de remords dans ma vie comme ça. « Je te ramène chez toi », lui dis-je à l'oreille. Elle secoue la tête. « Oh, je dors ici », répond-elle en bâillant. « Madison dort ici aussi. » Je dois me pencher vers elle pour comprendre ce qu'elle marmonne. Madison est en train de jouer au billard de l'autre côté de la pièce. Je prends Cora par la taille et elle s'appuie lourdement sur moi tandis que je la guide vers Madison. « Tu veux bien veiller sur elle ? Je crois qu'elle a besoin d'aller se coucher. » Les yeux bruns de Madison s'écarquillent comme si elle était surprise de découvrir que je suis un être humain et que je préfère savoir Cora en sécurité. « Oui, bien sûr, je dors ici avec elle. J'ai rien bu, on s'arrange toujours comme ça. » Elle marmonne et rougit. « Il y en a toujours une de nous qui veille sur les autres. C'est ma mère qui m'a dit de faire ça quand on a commencé à sortir le week-end. Mais en fait, toutes les filles font ça, enfin, bref. » Elle se plaque la main contre la bouche. « Je parle trop. » Cora pouffe de rire. « C'est vrai, c'est ton super pouvoir. » Je leur souris, soulagée de voir que Madison prendra soin de Cora et que je peux donc m'en aller. Je vais juste faire un petit crochet par la station-service avant de rentrer. C'est top comme système. À plus, les filles. Peut-être qu'un tel système aurait pu aider maman. Je secoue la tête. Pas sûr que ça aurait sauvé ma mère, en fait. Et ce n'est pas une idée rassurante quand on se destine à travailler dans le social. Je me glisse dans ma voiture, loin des lumières et du brouhaha. La station-service est située sur la route qui me ramène chez mon oncle. Elle est toute petite et située à l'écart de la ville. Savoir que Tessa y travaille jusqu'à 22 heures le vendredi ne me rassure pas, même si elle y est rarement seule. Je ne sais pas si c'est parce que je sais que Mélie a été enlevée et que je crains que ça arrive aussi à Tessa, ou bien parce que j'ai peur que mon passé me rattrape et qu'on s'en prenne à elle. Si mon beau-père apprend que je travaille avec le FBI pour le faire tomber, il sera impitoyable. Mais pour le moment,
il est probablement trop occupé à arnaquer des gens pour se soucier de moi. Quelque part, je crois qu'il est soulagé que je sois parti, que je ne suis plus là pour l'ouvrir et essayer de le discréditer par tous les moyens. Le parking est vide. Tessa est derrière le comptoir avec son t-shirt noir et sa casquette jaune. Elle sursaute. « La sonnerie déconne, c'est pas possible. Je t'ai pas entendu entrer. » Je m'avance vers elle. Je remarque qu'elle a un livre dans les mains. Au-dessus d'elle, la télé diffuse un journal télévisé. La station essence est petite mais plutôt propre. Mon regard est attiré par la porte des toilettes. Je prends une profonde inspiration, mais malgré tout une bouffée de chaleur envahit tout mon corps et je dois me retenir au comptoir. « Ça va ?» Tessa se précipite vers moi et pose sa main sur mon visage. « Attends, bois un peu d'eau. » Elle attrape une bouteille dans le petit frigo près de la caisse. J'avale une grosse gorgée d'eau. Ce sont juste des souvenirs. Des souvenirs et rien d'autre. Quand je me suis enfuie avec Lila, on a marché pendant des heures. Elle était si fragile et elle avait si soif. J'ai fini par la prendre dans mes bras et je suis entrée dans une petite station-service telle que celle-ci pour demander la clé des toilettes. Au moment où la dame qui tenait la caisse m'a tendu la clé, Lila s'est évanouie sur le sol. Un sol bien plus crasseux qu'ici. La dame a appelé une ambulance. Lila a bien failli mourir. La main de Tessa me caresse encore le visage. « Tu veux en parler ?» J'inspire et expire aussi profondément que possible 3 fois de suite. Pas de ça, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au lycée avant l'histoire avec Kenneth? Tu sais, pour la bourse. J'ai essayé de t'appeler après les cours, mais tu n'as pas répondu. Voyant que ses épaules s'affaissent, j'attrape un sneaker sur un présentoir et je pose un billet près de la caisse. Tiens, je sais que c'est tes préférés. Merci. Si seulement on pouvait tout résoudre en mangeant du chocolat. Tente-t-elle de plaisanter en déballant sa barre avant de pousser un soupir. Ils ne vont même pas présenter mon dossier pour la bourse. Madame Reimer dit qu'elle a tout fait pour les convaincre, mais mes notes n'étaient pas assez bonnes. Merde, je suis désolée, dis-je avec une grimace. Mais, attends, je comprends pas. Tu as 11-15 de moyenne. Les élèves retenus ont tous au moins 13, il y en a même une qui a 14 de moyenne. Dire que je pensais que ce serait facile parce que c'était limité à notre lycée, je suis pas assez bonne. Ne dis pas ça. Je lui touche l'épaule. Tu es bien assez bonne, tu trouveras bien quelque chose. À part braquer une banque, je vois pas trop. Mes parents m'ont toujours dit que ce qu'ils avaient épargné pour mes études risquait d'être juste pour un cursus de 4 ans complet. Je regarde pour d'autres bourses, mais à moins qu'il y en ait une qui s'appelle la bourse des gens qui ont bien travaillé, mais qui ne font partie d'aucun club et dont les notes ont baissé, trop injuste, c'est mort. Tu as parlé à ton conseiller d'orientation? Oui, il essaie de l'aider, mais... Un type entre dans la station. Salut Gère, comme d'habitude? Elle sourit et il nous regarde en souriant aussi. C'est ton petit ami? Demande-t-il d'une voix agréable. Arrête de vouloir me rencarder avec tous les clients. Non, c'est un ami. J'espère que ta sœur va mieux. Un peu mieux, oui, merci. Elle avait envie d'un Snickers et je vais en prendre ça aussi. Il pose plusieurs articles près de la caisse. Elle emballe le pain, le lait, les œufs et le beurre de cacahuète dans un sac et ajoute le Snickers. Voilà pour toi, la semaine prochaine. Salut Tessa. Il fait un petit signe de la main, me salue d'un mouvement de tête, puis s'en va d'un pas pressé, comme s'il était en retard pour quelque chose. Je fronce les sourcils. C'est pas le mec qui vit dans la cabane près des champs de Norman? Si, c'est lui. Il n'a pas beaucoup d'argent et il aide beaucoup sa sœur. Tu aurais dû voir sa tête quand il est venu chercher des serviettes hygiéniques parce qu'elle avait trop de mal pour se déplacer. Il n'arrêtait pas de bafouiller. Sa sœur, tu l'as rencontrée? Non, elle ne vient pas souvent et il travaille dans les ranches du coin selon la saison. Il est sympa. Un peu bizarre, mais sympa. D'habitude, on papote un peu, mais j'imagine qu'il a cru que j'étais trop occupée avec toi. Elle fronce les sourcils. Mais, dis donc, t'es pas à la fête? J'y suis passée, mais Cora a trop bu et j'avais envie de te parler. Ah. Elle arrange un présentoir de paquets de chewing-gum comme si elle réfléchissait à quoi dire ensuite. Elle est sympa, Cora. Ouais. Mais je n'ai pas envie de parler d'elle. Pas avec Tessa.
Je ferais mieux de rentrer. Crois-le ou non, il se pourrait bien que je sois rentré avant mon couvre-feu. Au début, mon oncle voulait me punir, mais il a changé d'avis. J'ai plutôt intérêt à être à l'heure quand même. D'accord, souffle-t-elle avant que son regard croise enfin le mien. Merci d'être passé. Mais de rien. À demain matin. Et je m'en vais, convaincu que ce soir les cauchemars vont revenir. Encore plus fort. Dans mes cauchemars, je revis notre fuite. Dans mes cauchemars, je revis mes derniers mois avec Lacey et maman. Dans mes cauchemars, je dois abandonner Lacey, encore une fois. Je reçois un texto. Cora veut me voir demain matin au Flying Pig avant le début de mon service. Elle va peut-être oublier avoir envoyé ce message, mais je réponds quand même. Ok. Ce n'est pas parce que Cora n'est pas celle dont je rêve que je dois la faire souffrir. Je ne laisserai pas les choses devenir trop sérieuses. Juste une distraction. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être un enfoiré ?